Adrien Tchoubankou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland-Torniquez, bonjour. Maurice Lagua, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchoubankou, bonjour. Bonjour Laurent. Nous avons fait le tour des journaux. Nous avons fait le tour des journaux, les titres qui vous intéressent. Nous sommes vendredi. Oui, je ne sais pas si Adrien Tchoubankou est allé dans les colonnes du quotidien Fraternité pour pouvoir parler des AME de long en large. Mais avant, permettez-moi de vous amener au Sénégal, où donc la justice demande que Ousmane Sonko soit réintégré dans la liste des candidats afin de participer à l'élection présidentielle de février 2024. Rebondissement sur rebondissement. Laurent Roland-Torniquez, vous avez appris l'information. Alors, le retrait de Ousmane Sonko de la liste électorale n'était pas lié à une faute politique. N'oubliez pas que c'est les intrigues politiques que nous avons connues ces derniers mois au Sénégal qui ont conduit à ce que Ousmane Sonko soit retiré de la liste électorale. Et nous savons très bien que celui qui était derrière cette situation, c'est bien ce Macky Sall qui clairement n'avait pas dit s'il ferait un troisième mandat ou pas. Encore qu'il avait déclaré que son second mandat était intangible avec la réforme qui a été opérée quand il est arrivé au pouvoir. Et donc, pour dire que le boulevard pour lui, selon lui, était ouvert pour qu'il fasse un troisième mandat. Et donc, dans la perspective de l'empêcher de faire un troisième mandat, il y avait un Ousmane Sonko qui était assez révolté, qui avait travaillé d'ailleurs, qui est un cadre. Et puis, la guéguerre entre les deux acteurs politiques, on a pu voir ce que ça a entraîné comme casse au Sénégal. Et vous allez comprendre que par la suite, on a pu voir Macky Sall qui se ravise dans une certaine mesure, qui va faire une déclaration parce qu'il frôlait pratiquement un coup d'État ou le chaos dans son pays. Donc, il a dû prendre ses responsabilités pour dire qu'il ne sera pas candidat. On a pu voir ça. Donc, et puis l'un dans l'autre, on avait tout mis en place pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. On a pu voir comment ça s'est passé. Et donc aujourd'hui, la justice, parce que même si la justice, à un moment donné, a montré qu'elle était à la solde de Macky Sall, certainement, finit par se réveiller de son sommeil profond pour comprendre que oui, tous les fils et toutes les filles du Sénégal ont le droit de participer à cette élection, encore que celui dont on parle n'avait pas posé un acte pour autant aussi grave qui pourrait l'amener à le soustraire de la liste électorale. Donc ce n'est que justice pour Ousmane Sonko actuellement. On attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Toujours est-il que, vous savez, vous êtes fort à un moment donné, vous avez les leviers en main, mais dès lors que vous devez partir et que les signaux sont clairement définis et que vous devez partir, n'oubliez pas que toutes les forces vous abandonnent. Et c'est certainement ce qui arrive à Macky Sall actuellement. Peut-être qu'il ne s'y attend pas pour autant, ça dépend de ce qui se passe. Mais oui, c'est justice pour Ousmane Sonko. Il faut que Ousmane Sonko aille aux élections. On veut voir qui a gagné les élections. Et c'est en cela que, une fois encore, je dis, la CEDEAO doit monter au créneau dans des situations données pour siffler la fin de la création. Encore la CEDEAO, oui, la fameuse. Je suis formel là-dessus. Moi, tel que la CEDEAO fonctionne aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais tel que ces chefs d'État se réunissent et décident, font des choses, à moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas en avoir trop en Oui. Et malheureusement, quand on leur dit, parfois, vous devenez une cible pour eux, mais écoutez, vous finirez toujours par comprendre ce que vous disent certains citoyens de la CEDEAO. C'est très important. Parce que ce qui se passait au Sénégal, on aurait pu éviter ça depuis. Si la CEDEAO avait pris sa responsabilité pour interpeller Macky Sall pour dire non, écoutez, faisons de cette manière, faisons de cette telle manière. Tout ce qui a comme mort au Sénégal, c'est parce que Macky Sall a voulu s'entêter. On me dira que c'est Ousmane Sonko qui a demandé à ce que les gens se mobilisent, mais à un moment donné, il y avait des... Qui a appelé à l'insurrection. Oui, alors qu'à un moment donné, il y avait des mobilisations spontanées. N'oubliez pas ça. C'est vrai. Et ce n'est pas Macky Sall qui a demandé aux gens de brûler. À un moment donné, survolter, surexcité, en fait, voilà. Et des gens
vont au-delà de leurs capacités. C'est vrai qu'il faut c'est des attitudes à décourager. Il y a même eu des policiers qui sont décédés dans cette affaire. C'est des attitudes à décourager, je suis d'accord. Mais dès lors que vous êtes chef et que vous voyez à un moment donné, que vous comprenez que ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est vrai que le pouvoir, parfois, le fait perdre la tête. Craint-on que Ousmane Sonko ne prenne le pouvoir? Ousmane Sonko, candidat, moi, je le vois président. Vous savez, oui, justement, en fait, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Macky Sall a surfé sur la faiblesse de Abdoulaye Wade à un moment donné, qui était son bienfaiteur. Pour avoir le pouvoir, il a traité tous les noms. On a pu voir Macky Sall, comment est-ce qu'il a fait la bataille, le combat pour être président de la République. Et pratiquement, c'est le même schéma qui se dessine avec Ousmane Sonko. Il a compris que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il se peut que ce Sonko-là, qu'il a vilipendé, qu'il a traité de tous les noms, qu'il a bloqué à tous les niveaux, qui prennent le pouvoir et que peut-être ils subissent les représailles dans une certaine mesure. Donc, je crois que c'est cette situation qu'il craint. Mais au-delà de tout, c'est-à-dire que c'est parce que parfois, en griffe, certains parmi eux ne sont pas assez intelligents. Il vaut mieux, parce que le pouvoir n'est pas éternel, c'est vrai que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour rester éternellement au pouvoir, mais vous finirez par partir un jour. Et dès lors que vous partez, c'est que vous êtes exposé, vous êtes vulnérable. Il y a des chefs d'État que je connais, je ne vais pas citer très fort hier, mais aujourd'hui, assez vulnérables. Donc, ce sont des cas d'école qui doivent inspirer d'autres chefs d'État. Malheureusement, ils ne s'en inspirent jamais. On a pu voir, comment vous appelez, Blaise Compaoré à côté, Bazoum à côté, et Ibeka au Mali, comment vous appelez, Alpha Condé en Guinée. C'est des cas d'école qui devaient inspirer ceux qui restent. Mais malheureusement, ce n'est pas, en fait, il ne s'inspire pas de ces pas exemples. Du tout, il pas ne du voit tout. Pas que tout est vanité. Mais écoutez, le président tunisien, c'est Ben Ali, ou je sais pas, j'oublie son nom, qui a été immensement riche dans son pays. Maison remplie d'or. Avec le printemps d'arabe. Oui, maison remplie d'or, cuillère en or, fourchette en or, tout en or. Un jour, il a été chassé. Et tout ce qu'il avait est devenu propriété de son État. Souvenez-vous-en et faites attention au peuple. Adrien Tchouankou, à la une du quotidien Le Matinal ce matin, objet de troubles à l'ordre public, les intronisations suspendues dans le Mono, certainement qu'une fois encore, le préfet du Mono a décidé de mettre de l'ordre dans le désordre. Maurice Lagua, moi j'ai cru que c'était sous Yaïboni que ce désordre s'organisait, où des têtes couronnées passaient par tous les moyens pour se faire désigner, et où dans des couvents, dans des, comment on les appelle, dans des rois tulaires, on a deux rois, ceci, ou parce qu'il y a de l'argent dedans. Au temps de Yaïboni, quand tu es désigné, quand tu es tête couronnée, c'est que bon, tu vas à la présidence et puis bon, tu touches quelques enveloppes. Je pensais que c'était du passé. Mais je viens de découvrir ce matin que ça veut dire toujours qu'il y a à manger dans des couvents et dans des rois tulaires où on passe par tous les moyens, on dit que c'est telle personne qui est le chef de la famille, c'est telle personne qu'il faut introniser, et ça amène du trouble à l'ordre public. Je pense que le préfet a bien fait de prendre un arrêté pour pouvoir suspendre, interdire jusqu'à nouvel ordre ce genre de trucs, parce que c'est inadmissible que dans un pays comme le Bénin, on constate que cette mauvaise pratique a toujours la peau dure, que des gens continuent de passer par tous les moyens pour se faire désigner roi, ou se faire désigner tête couronnée, se faire désigner chef de famille. Écoutez, est-ce que dans une famille, on peut avoir deux chefs de famille? On dit souvent que deux capitaines ne restent pas dans un bateau. Et comment comprendre que dans un pays, des gens continuent de croire que quand vous finissez, vous êtes au soir de votre vie, que c'est vous obligatoirement qui devez prendre tel poste culturel ou culturel. Mais je ne comprends pas. Moi, pour moi, ce que je comprenais, je savais, c'est l'oracle qui désignait les gens. Maintenant, comment l'oracle même désigne des gens?
ou bien est-ce que c'est le Bokono, ou bien celui-là qui pose l'oracle, qui est déjà manipulé? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est ça qui amène des troubles à l'ordre public. C'est ce qui arrive en réalité. C'est ce qui se passe en réalité dans le pays. Je ne comprends pas, je n'arrive toujours pas à comprendre. Le FA désigne celui qui a les Mais moyens. le FA, comment le FA peut trouver que c'est celui qui a les moyens, qui peut s'asseoir sur tel ou tel trône? Vous n'avez pas de C'est moyens, ça, vous pensez que vous serez écouté? Alors, Laurent Roland Tonekes, il me semble que pour mettre fin à la pagaille, le président de la République, si j'ai bonne mémoire, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. A lancé un inventaire. A fait un inventaire, et puis on devait mettre sur pied. Oui, non, le comité travaille toujours. Le comité travaille toujours. Le comité... Et que les chefferies doivent être définies sur toute l'étendue du territoire et on va mettre fin à la pagaille. Que se passe-t-il encore? Je m'amuse souvent à dire que le Bénin a une histoire royale quand même. Donc, au fond, j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui vont finir leur mission à Cotonou en tant qu'agents de l'État, qui ont réussi à trouver de l'argent pour acheter 2 parcelles à ZER ou bien à des, comment vous appelez, des ça ou je ne sais quoi, en clôturant et en faisant sur le palais, sur les murs, comment vous appelez, les bas-reliefs dans une certaine mesure, et puis s'auto-proclame roi de telle communauté. Et on a pu voir, dans tout royaume, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul chef. Quand vous prenez le Bénin méridional, la royauté est partie d'Alada pour aller à Abomey, Porte-Nouveau. On verra Corvey, on verra d'autres localités du Bénin méridional. Vous allez dans le Bénin septentrional, vous allez voir Niki, vous allez voir Djougou, vous allez voir Kouandé. Mais malheureusement, aujourd'hui, et je crois que oui, à ce niveau, c'est le pouvoir de Boniaï qui avait péché en la matière, parce qu'il y avait des rois autoproclamés qu'on appelait communément les rois telets. Parce que, écoutez, on dit, Adjaouto est venu d'Alada, est venu d'Adjatado, fuyant la guerre, est venu s'installer à Alada. Il est resté là 300 ans. Et puis après, les enfants ne s'entendant pas, les petits-enfants qui ne s'entendaient pas au trône, ont dû aller à Rego pour s'entendre. Et c'est à ce niveau qu'ils se sont séparés. L'autre est allé à Abomey, l'autre est allé à Porto-Nouveau, l'aîné est revenu à Alada. La royauté à Alada, tout le monde savait que c'était la lignée de Adjaouto. Mais subitement, on a vu quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a dit qu'il est Adjaouto Dodo. Les problèmes ont commencé là. Vous allez à Abomey pour introniser le roi d'Abomey. Vous vous souvenez qu'il y avait une guerre entre les Agoliago et les Béazins. Tout à fait. Alors qu'en réalité, c'est une question de lignée. Il y avait une norme à suivre. Vous allez à Corvey ou à Gonlin, il y a le roi Dada Ziré, il y a encore un second là, il y a 2 rois dans la localité. Vous allez à Porte-Nouveau, tout le monde sait que la lignée, c'est la lignée de Tofa premier dans une certaine mesure. Mais malheureusement, il y a au moins 2, 3. Il y a le roi des Yoruba, il y a le roi, on vous parlera d'Adjaché, pour vous dire quoi, il y avait tout un mélange. Tout un mélange. Et à un moment donné, il fallait retracer l'histoire royale du Bénin pour dire quels sont les royaumes authentiques du Bénin. Et c'est à partir de ce moment qu'on reconnaîtra les royaumes authentiques pour dire Alada était un royaume authentique, Abomey était un royaume authentique, Corvey était un royaume authentique, Porte-Nouveau était un royaume authentique. Et donc, il faut définir. C'est pour ça que je suis d'accord avec la décision du préfet. Parce que oui, d'abord, on parle de roi, mais quand on laisse l'affaire de roi, on vient au niveau des dignitaires. Et c'est là qu'on assiste à la pagaille au niveau des collectivités locales. C'est-à-dire que parfois, tout le monde sait que c'est celui-là qui pourrait être le chef de famille. Mais aujourd'hui, nous avons des chefs de famille qui ont les moyens. C'est-à-dire que le monsieur, peut-être qu'il est un peu nanti à Cotonou. Et comme vous savez, dans nos familles, malheureusement, quand vous avez un peu là, même si la réunion doit commencer à 10h, que vous venez à 15h, on dit qu'on attend faux. Parce que si tant que vous n'êtes pas là, la réunion ne commence pas. Et quand il faut choisir un chef, c'est vous qu'on choisit. Et c'est ça qui fait la pagaille au niveau des collectivités locales, c'est ça qui fait la pagaille au niveau des dignitaires. Même des dignitaires qui sont choisis par des rois aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui ne méritent pas le titre de dignitaire. Malheureusement, et je le dis, ils peuvent ne pas être d'accord. J'en sais quelque chose. Dans d'autres royaumes, il y a des gens qui sont dignitaires, qui ne méritent pas le titre de dignitaire. Mais c'est à cause de leurs moyens financiers, à cause de leur base, de leur, comment vous appelez, richesse, qu'on les a désignés dignitaires, les a ennoblis dignitaires. Et ça, il faut arrêter ça. Parce que oui, si vous dites que vous voulez faire la pérennisation de la culture, mais que vous mettez vous tenez compte de la force financière, on me dira oui qu'on dépense de l'argent, qu'il faut avoir de l'argent pour... C'est parce que les gens ont galvaudé dans une certaine mesure notre culture que ça arrive. Je crois que le
président de la République a une très bonne ambition en la matière. Faisons le point et cassons ce qui a cassé. Moi, je suis d'accord. Hein. Écoutez, ce que vous voyez, écoutez, on anoblit un dignitaire. Le dignitaire va faire un palais. C'est-à-dire ce qu'il construit, c'est même plus joli que le palais royal même, authentique. Et dans la localité, c'est lui que les gens commencent à respecter. Il faut casser tout ça. C'est la pagaille. Ça n'a pas autre nom. Donc, il faut suspendre. Moi, j'en connais plein. J'en connais plein. Ils savent que je suis là. En tout cas, c'est un milieu que j'ai côtoyé longtemps. Vous les connaissez, ils vous connaissent. Ils me connaissent très bien. Je les ai bien côtoyés. Parce que dans la perspective du travail sur la restitution des biens culturels, les biens à restituer au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de dignitaires. On a fait, comment vous appelez, une pétition qu'on a envoyée, que beaucoup de dignitaires ont signé. Les plus authentiques, on a même organisé une activité du côté de Cotonou où il y avait des rois qui étaient arrivés. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. On trouvera une solution pour mettre fin à cette situation où les gens s'autoproclament roi de telle région et puis tête couronnée. Certains se proclament tête couronnée. Un matin, ils se réveillent et puis ils se proclament tête couronnée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un se lève pour dire qu'il est le roi de Zé. Quelqu'un se lève pour dire qu'il est le roi de Tori. Quelqu'un se lève pour dire qu'il est le roi de, comment vous appelez, Sékou. Quelqu'un se lève et dit qu'il est le roi de Révi. Ça n'existe pas. Est-ce que c'était des royautés? Ce n'est pas des royautés, c'est des dignitaires. C'est-à-dire que vous allez dans un royaume aujourd'hui. En réalité, il y a des communes aujourd'hui qui étaient des royaumes par le passé. Et ces royaumes ont des dignitaires dans des localités environnantes. Et ces dignitaires aujourd'hui, les arrière-petits-fils ou bien les petits-fils de ces dignitaires se sont autoproclamés rois parce qu'à un moment donné, ils ont les moyens de se construire un petit royaume, un petit palais sur 500 mètres carrés et ils deviennent rois. C'est de ça que je parle. Il faut faire le ménage pour que nous puissions voir clair qui est roi et qui n'est pas roi. Ceux qui se sont autoproclamés rois là, il faut casser. Parce que si on ne les casse pas, ils vont penser qu'ils ont encore du pouvoir. Il faut tout casser et les ramener à se soumettre au roi authentique qui existe. Non, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être élaboré, fait. Il y a un comité national qui a été mis sur pied. Et je pense quand même que les travaux... Le comité ne tarde pas à livrer son rapport. Le comité ne tarde pas à livrer le rapport, sinon que j'ai suivi le professeur émérite de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur de droit là. Le professeur c'est pas lui qui parle de professeur de droit. L'historien, le professeur de droit. Vous parlez de Biok Bigou? Très bien, je l'ai suivi, Biok Bigou, et qui a fait un peu, il a rappelé un peu certaines choses. Il avait passé au scanner d'une manière ou d'une autre. Les chefferies et aussi les résultats qui sont en cours. J'avais vu les résultats où ils avaient dit que le Bénin, on devait avoir un certain nombre de royautés ou de royaumes. Vous savez que quand on parle de royauté, il y a des localités phares. Il y a des localités phares. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et puis bon, peut-être en début d'année, ils vont rendre public les résultats. Et nous allons prendre connaissance pour savoir désormais dans quelle localité, selon l'histoire bien sûr, et dans quelle localité on peut parler de royaume, ceci. On ira à la une du quotidien Fraternité avec la permission de Marcel Yedo où l'on parle des garanties sociales du gouvernement. Et j'ai lu que question des députés sur la situation des aspirants au métier d'enseignant. Et puis le représentant, ou du moins le responsable des AME, affirme, je cite, l'attente a été longue, mais l'accouchement a donné un bébé chétif. Oui, l'accouchement aurait donné un bébé chétif selon le représentant des AME, d'autant plus que ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Il estime quand même que c'est déjà bien que le gouvernement ait répondu à leurs préoccupations, que désormais ils soient fixés sur leur sort, qu'ils seront reversés, mais pas tel qu'eux-mêmes le souhaitent. Ils seront reversés, je ne dirais pas à compte-gouttes, mais vague par vague, étape par étape, vague par vague. Et ce n'est pas d'ailleurs tout le monde, puisque même quand on parle des AME, c'est toute une étape.
des gens sont AME, mais on parle d'aspirants, est-ce que ce n'est pas peut-être une contrainte pour certains de devenir aspirants aujourd'hui en République du Bénin? Pour d'autres, c'est que bon, ils n'ont pas trouvé à faire, ils n'ont pas le choix et ils sont obligés de devenir aspirants. Donc, si le représentant des AME pense que l'attente a été longue, ils estimaient qu'on pouvait reverser tout le monde, ce qui n'est pas faisable, ce qui ne peut d'ailleurs se passer ainsi. Donc, il faut les reverser vague par vague, étape par étape, et tout le monde ne peut non plus être reversé au même moment. Et le reversement peut prendre du temps. Encore, en 2024, on va reverser une étape. Et vers la fin de l'année, on pourra aussi reverser encore une étape en 2025, en 2026, ainsi de suite. Maintenant, l'argent qu'ils perçoivent, c'est combien? C'est ça, qui vous préoccupe. C'est ça la vraie préoccupation. Les gens gagnent combien? 90 000 francs le mois pour ceux qui sont... Au secondaire? Écoutez, oui, écoutez. Pas pour le primaire? Non, laisse-moi vous expliquer. Voilà. 90 000, 95 000, 125 000. À cela, à ces montants s'ajoutent ce que nous appelons les frais de cotisation sociale, qui s'élèvent par moment à 35 000. Et ça, c'est aller verser, c'est reverser à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est pour dire quoi? Quelqu'un qui est aspirant, qui fait... Les salaires que vous avez donnés, c'est pour le secondaire? Les salaires, ce que vous avez dit, oui, écoutez, pour les 90 000 francs, c'est pour les maternelles et primaires. Les 95 000 francs, déjà, c'est au niveau du secondaire. 125 000, c'est toujours secondaire. Parce que... À l'université? Non, je ne parle pas de l'université. Non, je parle du secondaire. Il y a les professeurs aspirants aussi à l'université. Oui, ça là, c'est en cours. Ils n'ont pas commencé. D'accord. Ils n'ont pas commencé. Il faut dire que quand tu es aspirant avec le niveau licence, c'est ça qui est à 125 000. Parce que non seulement c'est le niveau licence, mais ils ont des grades. On parle de BAPES, CAPES, ainsi de suite. Donc, je pense quand même que, comme le représentant des AME le déplorait, le salaire demeure toujours très maigre, très chétif, parce que quand je prends par exemple les 125 000 francs que les jeunes aspirants gagnent aujourd'hui, vous enlevez le loyer qui s'élève peut-être à 35 000 francs à Cotonou, une chambre à coucher, un salon, ça vous reste combien? Il y a le transport, vous devez vous rendre à l'école, vous devez aller servir ce pourquoi on vous a recruté. Vous avez une petite famille, vos enfants iront à l'école. La scolarité dans le privé aujourd'hui, c'est au minimum 200 000. Donc je pense quand même que c'est un tableau à revoir. C'est un tableau à revoir parce que le salaire est vraiment chétif, le salaire est maigre. Et ce n'est pas à la hauteur des efforts que fournissent les AME. Et c'est ça que leur représentant est en train de déplorer. Parce que pour lui, si des gens en République du Bénin gagnent 800 000 francs le mois, si des gens gagnent 900 000, plus d'1 million de francs CFA, si des ministres, des députés gagnent plusieurs millions par mois, je pense que celui-là, qui est un éducateur, qui encadre, qui contribue, qui transmet le savoir. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est de transmettre le savoir. Vous pouvez... la pédagogie. La pédagogie. Vous pouvez tout connaître, mais transmettre, certains connaissent, mais ne savent pas transmettre. C'est vraiment difficile. Je pense quand même que le ministre hier, le ministre a convaincu, ça, il faut l'avouer, si vous suivez le ministre Saliman, je ne parle pas de Tchabi Kouaro, mais tout au moins le ministre des enseignements maternels et primaires, dans ses propos, quand vous l'écoutez, il était convaincant. Dans une logique il était droit dans ses bottes et il a trouvé des arguments justes. Comment on peut être convaincant alors que la situation des gens n'a pas... La situation ne s'est pas améliorée. Je te dis, il a convaincu dans ses propos. Il vous a convaincu, vous? Moi, il m'a convaincu. Est-ce qu'il vous a convaincu? Parce qu'il m'aurait convaincu, moi. La situation va changer. Il a convaincu, d'autant plus qu'il a rassuré qu'il y aura des améliorations. Les gens ont toujours rassuré. Écoutez,
Il y a plusieurs manières de rassurer. D'accord. Cette assurance, on peut espérer, on peut compter sur lui. On peut croire. On peut le croire. Je pense quand même qu'il était à la hauteur des questions. Vous savez, il est dans son rôle. D'accord. Il peut trouver les mots juste pour calmer les députés. Pour communiquer. Et les députés, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, les soutenir. Ils ne vont pas trop les déranger. Mais il dit, convainc-moi, c'est de dire, on ne va plus faire avancer le salaire pour les armées. On ne commence pas là. C'est là que je serai convaincu. Mais convainc-moi, c'est de traiter les armées au même titre que les agents permanents de l'État en les reversant. On ne peut pas comprendre qu'on dit aspirant au métier d'enseignant. Des gens ont fait école normale pour être enseignants. Donc, ils ne sont plus aspirants en réalité. Mais là encore, ce n'est pas un problème. On peut estimer que ce qu'ils ont fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un stage. Ils ont montré des preuves. Ils ont encadré des enfants qui sont allés aux examens nationaux et qui ont eu des résultats au plan national. Et que vous allez voir, même dans certaines localités, les examens ont donné de bons résultats dans leurs écoles respectives. Alors, malgré ça, on ne veut pas reconnaître ces gens-là, leur donner le statut qu'il faut. Et vous dites que le ministre vient de justifier, il convainc. Il a convaincu les députés qui n'ont peut-être pas d'autres arguments. Les députés sont des représentants du peuple. Oui, il n'y en a pas mieux qui sont représentants du peuple. Mais il y en a là-bas qui se comportent comme représentants du Patrice Talon à l'Assemblée nationale. Et qui n'ont pas d'argument. Oui, il y a des gens convaincus les députés non, qui n'ont pas d'argument. Ce que je dis, moi, c'est un langage que moi, j'ai dit, il y a des députés aujourd'hui, on peut dire, ils sont représentants du peuple, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Je prends l'exemple de votre ancien patron, ou bien patron, Malik Gomina, tout au moins, il fait l'effort de montrer qu'il est représentant du peuple. Il fait l'effort. Mais il y en a qui sont là-bas, qui ne sont que représentants du Patrice Talon, qui n'ont pas... Patrice Talon aussi représente le peuple. Non, mais écoutez, c'est pas... Le pouvoir, c'est le peuple qui a donné un pouvoir à Patrice Talon, qui le leur a donné aussi. Cela suppose que quoi? Eux tous doivent rendre compte au peuple, dans une certaine mesure. Et c'est de ça que je parle. Pour dire quoi? Au fond, pour moi, la conviction, me convaincre, c'est de dire, à partir de l'année prochaine, plus d'avance aux AME, reverser les AME qui ont déjà fait 1 an ou 2 ans, déjà ou 3 ans, les reverser automatiquement. On n'a même pas besoin de dire on va faire évaluation. Les gars sont sur le terrain. On prouvait ce pourquoi vous les avez recrutés. Et l'année qui suit, on les évalue encore. Ils ont donné les résultats. Et quel AME a encadré un enfant maintenant où les classes ont donné 0%? Il y a peu d'établissements qui ont donné 0%. Mais quand même, reverser les gars tout simplement. Et vous voulez maintenant dire que vous avez fait évaluation parce qu'il faut passer par des détours politiques ou je ne sais quoi, par des considérations et pouvoir peut-être contraindre les gens au silence parce qu'on sait que ceux qui revendiquent, les AME qui revendiquent, sont sur la presse et après, à un moment donné, on peut trouver les moyens pour les écarter parce qu'on estime que ceux-là, si par exemple ils deviennent agents permanents de l'État ou bien agents contractuels, que dans une certaine mesure, ils peuvent être des problèmes pour l'administration. Donc il vaut mieux trouver un mécanisme pour les extirper du... Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous connaissez, vous harcelez toujours. Non, regardez, attention. Si vous venez sur votre plateau, vous êtes à l'aise en parlant. Adrien Tchoumakou, laissez-moi quand vous comprenez les choses, vous savez que les mots viennent aisément. Adrien Tchoumakou, ça c'est moi. Que l'AME soit de la mouvance ou de l'opposition, quand il va composer, quand il sera évalué, il sera admis. Ça c'est moi mon observation. Je n'ai pas encore parlé du AME opposant ou mouvancier. Allez demander aux syndicalistes. Allez demander aux syndicalistes, allez demander aux AME. Il y en a pas mieux qui finalement, après, quand il fallait reconduire, on ne les a pas reconduits. Ça existe. Attendez, je n'invente rien. Laurent, ce qui est bon, laissez-moi finir. Ce qui est bon dans le propos du ministre, je n'invente pas, je te laisse. Non, attendez, laissez-moi finir. Je vous laisse parler. Je n'invente rien. Ce que je dis, c'est que des gens qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, qui ont montré les preuves là, vous voulez faire encore quelle évaluation? De vous à moi, est-ce que ça répond à la logique? Si. Ça répond à la logique. Pour des gens que vous avez toujours évalué. Qui évalue les ministres? Qui évalue les députés? Moi qui viens ici, toi tu ne m'évalues pas? Moi je ne vous évalue pas. Quand je vous ai dit de prendre une feuille pour faire intervention. Tu m'évalues, non? Non, c'est que ça peut-être ça fait rire. Mais au fond, je dis une chose. Soyons sérieux. Les gars sont là, vous avez dit, venez nous aider. Ils sont venus, ils ont montré les preuves. Et maintenant, vous dites qu'il faut faire évaluation. Et après, pour changer le statut de quelqu'un, on ne change pas, on trouve des arguments pour... Non. Monsieur Moril, ce qu'il faut retenir, moi, personnellement, si le ministre peut tenir parole, parce que je l'ai suivi hier, on a constaté qu'au début de la rentrée scolaire, il y a eu 2 mois de frottement de salaire.
pour ces, comment on les appelle, les AME. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'on leur devait 1 mois, mais ils ont connu de retard de paiement. Et tout, ça c'est normal maintenant. Et ce n'était pas bien, c'est pas bien. Le ministre a reconnu que ça s'est passé, mais c'est fini. C'est-à-dire, c'est des erreurs, et je pense quand même que c'est dépassé. On ne peut pas tolérer de telles erreurs. Vous comprenez ce que je dis? Si ce que vous dites est vrai, c'est suffisamment grave. Est-ce que les députés ont eu du retard de salaire? Est-ce que les ministres ont du retard? Est-ce que les chefs d'État ont du retard de salaire? Quand ils perçoivent leur salaire, ils vous informent. C'est suffisamment grave. Si ça, ce que vous dites. Cela dit sur votre plateau ici. Oui, c'est vrai. On va finir avec le sujet. Arrêtons ça. C'est-à-dire qu'on traite ceux qui sont au bas de l'échelle comme des rien. Le ministre a rassuré de ce qu'il n'y aura plus de retard de paiement de salaire. On ne veut plus Et je pense quand même qu'il doit tenir parole. On doit payer les AME au même moment que les agents de l'État. On doit mettre les conditions favorables à leur disposition pour qu'ils soient davantage motivés. Oui. Tel que les AME sont traités, on dirait que c'est d'autres enfants de Béninois. En réalité, et on dirait qu'eux là, ils s'occupent d'autres enfants de Béninois. Il y a des alors horaires, que c'est de ces mêmes enfants que s'occupent également les agents permanents de l'État. Doit travailler pendant une semaine. Ils fournissent plus d'efforts que les autres. Ils fournissent plus d'efforts. Et je pense que le ministre a dit que ça sera corrigé. Oui, mais qu'ils ont commencé par corriger. Qu'on le fasse vite. Ils vont recruter d'autres AME. Qu'on le fasse vite. Ça fait longtemps qu'on a. Si le ministre peut tenir parole, ce serait une très bonne chose. Parce que ce ne serait pas bien que des AME soient utilisés en abondance, qu'on les fasse travailler pendant plusieurs heures et les payer des miettes. Le ministre vous a convaincu. Le ministre m'a convaincu. Le ministre vous a convaincu. Et il vous suit ce matin et on verra bien. On va revenir sur ce plateau dans quelques mois pour voir si les choses ont changé véritablement et on vous donnera raison. Et il lui reste de me convaincre moi. En réglant ce que je dis. Oui, je pense quand même qu'il va traduire ses propos par des actes. Et je pense que les AME ne vont plus donner de la voix parce que quand les gens sont bien traités, M. Maureen, vous savez, quand des gens sont bien traités, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas de la voix. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent voir les journalistes, qu'ils appellent Laurent Tonnet, 15 Pouty, et on ne nous a pas payé à temps. Et notre salaire, c'est 90 000. Quand tout va bien là, tu n'entends rien. Je voulais rectifier quelque chose. Je n'ai aucun contact d'un AME. D'accord? Oui. Mais je suis ce qui se passe. En fait, c'est une manière de parler. Oui, parce que parfois, oui. Quand il dit Laurent, je suis en train de généraliser la presse. Ceux qui sont en face de nous pensent que parfois, quand on parle, on prend position parfois, c'est qu'on y gagne quelque chose. Non, je le dis haut et fort. Ceux qui sont en face de nous pensent que parfois, quand vous abordez ce sujet, c'est que vous avez des intérêts. Que vous avez aucun intérêt. Ils peuvent surveiller tous mes portables. Aucun numéro de AME dans mon portable. Je n'en connais pas, c'est que je connais des gens, des amis qui sont dans, mais je ne parle même pas avec eux. Je me base sur ce que dit l'actualité. Et parfois les discussions entre certaines personnes pour parler, pour leur dire, écoutez, ce dont on parle là, réglez ça. C'est des enfants de Bénin, c'est des Béninois comme nous autres. Ce n'est pas des, bon je ne vais même pas appeler une nationalité, mais ils sont des Béninois à part entière. Ils méritent qu'on les traite bien. Et d'abord, l'enseignement c'est un métier noble. Quand l'enseignant n'est pas bien motivé, ça ne donne pas de bons résultats. Et l'enseignant qui n'est pas motivé ne peut pas être un modèle pour son enfant, son élève. Moi, si j'étais à l'école pour être là où je suis aujourd'hui, je rends grâce à celle-là qui m'a gardé au CI. Pendant que j'étais chez un parent qui me maltraitait, la dame me récupérait à l'école et me donnait à manger. C'est parce qu'il avait un bon salaire à l'époque. Elle avait un bon salaire à l'époque, elle me donnait à manger. Pour que je puisse avoir envie d'étudier. En sixième, c'est un enseignant qui m'a payé la scolarité. En seconde, c'est un enseignant qui m'a payé la scolarité. Parce qu'à un moment donné, ils avaient les moyens. Et c'est de ça que je parle pour dire que l'enseignant qui est bien traité, qui a les moyens, peut même aider un enfant vulnérable à bien étudier, à avoir envie d'étudier. C'est de ça que je parle. Je ne le dis pas pour les beaux yeux des AME. Je le dis pour le métier de l'enseignant. Traitez bien les enseignants. C'est eux qui nous font. Ils n'ont qu'à bien traiter les journalistes aussi. Ce n'est pas que les enseignants. Ils n'ont qu'à bien traiter les journalistes, bien traiter les réalisateurs. Il y a la réforme sur la presse. La réforme, la TAD.
Bon, je ne veux pas ouvrir ce débat. Allez, demain, l'UDBN sera au Congrès, au Palais des Congrès de Cotonou. J'espère que vous avez suivi un peu les interventions du président, de la présidente du comité d'organisation. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'elle a dit quelque part qu'il y aura... que la présidente de l'UDBN fera une déclaration, un message à passer. Est-ce que ça a retenu votre attention? Oui, ça a retenu mon attention. On dit le thème du congrès, c'est renaître pour conquérir. Donc quand vous renaissez pour conquérir, vous devez avoir un message à adresser à vos militants, à ceux-là qui vous soutiennent, qui souhaitent adhérer à votre fonction politique. C'est de l'heure normale qu'on saurait faire un congrès sans une déclaration de la présidence du parti. Ce serait... En tout cas, je ne comprendrais pas cette logique-là. Donc oui, forcément, renaître, elle nous dira certainement ce que le parti met dans renaître et ce que le parti met dans conquérir. Je crois que j'ai posé la question à la secrétaire générale du parti sur ce plateau ici pour dire renaître pour conquérir quoi? Elle a dit le pouvoir. Elle a dit mais est-ce qu'on peut espérer que en 2026, le parti va présenter un candidat cette fois-ci, plutôt que de continuer à soutenir d'autres personnes et à faire d'autres chefs d'État. Parce qu'on a pu voir que depuis la création de ce parti est allé en alliance en griffe pour soutenir d'autres fonctions politiques, pour que des chefs soient élus. On a pu voir en 2016, l'UDBN qui a soutenu un candidat, et puis au second tour, avec le mot d'ordre de ce candidat, et puis par décision du parti, et aller soutenir le chef de l'État en place, et qui a même continué dans la même lancée, et qui a soutenu encore Patrice Talon en 2021 pour qu'il soit réélu. Donc, cette fois-ci, est-ce que cette formation va se détacher du lot et présenter un candidat ou une candidate pour 2026? On attend de voir. Donc, je crois que l'un dans l'autre, dans la déclaration de cette formation politique qui sera faite par la présidente, on aura certainement des éléments de réponse à nos questionnements. Est-ce que le parti portera la même identité? C'est peut-être aussi une question. Est-ce que le parti portera la même identité? Parce que quand vous dites renaître, c'est qu'à un moment donné, vous devez changer un certain nombre de choses. D'accord? Vous devez changer un nombre de choses. Vous devez peut-être vous détacher de votre passé, plus ou moins, qui ne vous a peut-être pas apporté grand-chose dans une certaine mesure. Vous repartez sur de nouvelles bases. Mais quand vous voulez conquérir, vous devez vous donner les moyens de conquérir. Mais conquérir, pas conquérir pour les autres, mais conquérir pour vous-même. Donc, est-ce que l'UDBN reconstitué entre griffes, peut-être avec la nouvelle mouture aujourd'hui, sera prête pour conquérir elle-même le pouvoir, ou bien continuera toujours à être des accompagnateurs ou bien des faiseurs de roi. Donc c'est autant de questions. On attend de voir cette déclaration qui certainement aura lieu demain. Donc je crois qu'on est à moins de 24 heures de ce congrès, et on attend bien de voir. D'accord. Adrien Joanko. Oui, Maurice Lagua, je pense qu'un parti politique naît, grandit et va à la conquête du pouvoir. C'est vrai, nous avons vu l'UDBN pendant plusieurs années et a aidé d'autres formations politiques, des partis politiques ou d'autres candidats à finalement prendre le pouvoir. Je pense que si le thème de ce congrès est bien renaître pour conquérir, pour moi, c'est que d'abord on a constaté que pendant quelques mois, l'UDBN a d'une manière ou d'une autre mis du temps pour pouvoir maintenant revenir sur la place politique, sur la scène politique. Et je pense quand même qu'une fois, c'est pour dire quoi, l'UDBN est en train de revenir avec force, vigueur, au plan politique. L'UDBN vient maintenant pour conquérir le pouvoir. Et je pense que la brave dame, l'Amazone, je veux parler de la présidente de l'UDBN, doit savoir que le moment est venu pour aller effectivement à la conquête du pouvoir. Nous avons vu Célestine Zanou dans ce pays. Elle a eu le courage d'être candidate. On a vu Marie-Élise Bédot. On a vu, comment elle s'appelle, Rikiat Madougou. Elle a eu le courage d'être candidate. Donc je pense quand même que la présidente de l'UDBN, Claudine Prédensou... Elle a le courage d'être candidate recalée. Recalée. Ça, c'est Madougou. On ne l'a pas permis d'être... Non, écoutez, elle a quand même le courage d'être candidat étouffé. Elle a eu la volonté. Étouffé. Mais on l'a pas Je pense que l'heure a sonné pour que la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi Prédensio, ait le courage d'être candidate pour la présidentielle. Et je suis sûr que
au regard, vu l'environnement politique, si elle a effectivement ce courage, elle se porte candidate. Si l'UDBN accepte, c'est que cette dame-là va prendre le pouvoir. Patrice Talon va lui passer le pouvoir, va lui passer les charges en 2026. Vous y croyez? J'y crois, je suis convaincu de cette réalisation politique. Très bien. Merci à vous pour vos contributions, pour vos analyses. Laurent Roland, Tony Kess. C'est moi. Adrien Tchobankou. C'est un plaisir. Très bien.